Parfait. Bienvenue à tous à ce webinaire qui porte sur quelles données sur les industries extractives peuvent contribuer à faire progresser les droits des femmes dans le contexte des secteurs pétroliers, gaziers et miniers. Je m'appelle Beverly Hatcher-Mbu. Je suis manager de l'équipe des opérations à Development Gateway et je serai votre hôte et modératrice pour la discussion passionnante d'aujourd'hui. Quelques notes rapides de housekeeping. Pour nos panélistes et discutants, n'oubliez pas de couper votre micro quand vous ne parlez pas, s'il vous plaît. Et pour les anglophones, nous avons des interprétations. Je pense que c'est un bouton en bas du Zoom. Si vous avez quelques problèmes, vous pouvez donner des questions dans le chat. Parfait. Nous espérons tous que la discussion d'aujourd'hui vous aidera à réfléchir concrètement aux données extractives et à comment la divulgation de ces données peut faire progresser les droits des femmes et comment, dans ce contexte, vous pouvez utiliser l'ITIE pour faire progresser vos propres priorités de plaidoyer tout en rendant l'ITIE plus sensible au genre. Nous avons un excellent groupe aujourd'hui provenant de divers domaines de l'industrie. Nous avons M. Amadou Ba, qui est un journaliste guinéen qui travaille sur les questions économiques, notamment sur la gouvernance des industries extractives. Il est collaborateur de plusieurs médias nationaux et internationaux, l'administrateur général du site d'information économiste-guinée.net et il est le fondateur et directeur exécutif de l'ONG Action Mine Guinée, une ONG qui milite pour la bonne gouvernance du secteur minier. Il est aussi coordinateur du collectif des organisations pour la défense des droits des communautés impactées par les projets de développement en Guinée et un membre du comité de pilotage de l'ITIE Guinée pour le compte de la société civile. Nous avons Mme Nontebou Bari, qui est la présidente de l'ONG Créativité et Développement, qui a plus de 10 ans d'expérience dans la société civile guinéenne, où elle a beaucoup travaillé sur la question des droits des femmes, notamment dans les régions affectées par les opérations minières. Elle est un membre actif de Publier ce que vous payez Guinée et elle a été désignée récemment membre du groupe multipartite de l'ITIE en Guinée pour le compte de la société civile. Bienvenue les deux. Puis, nous avons Mme Nestorine Sangaré Compaoré, qui a occupé de 2011 à 2013 le poste de ministre de la Promotion de la Femme et du Genre au sein du gouvernement du Burkina Faso. Elle est également membre fondateur de l'Association des experts africains en évaluation et en genre et vice-présidente de l'Association africaine d'évaluation. Plus impressionnante, à mon avis, elle est maintenant sur la scène artistique en tant que musicienne et a sorti son premier album en juin 2017. Ensuite, nous avons Mme Bernadette Sonko, qui est enseignante-chercheuse au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, CESTI, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Mme Bernadette a été journaliste dans divers organes de presse au Sénégal et a collaboré avec plusieurs organisations sur les questions de genre. Finalement, nous avons Mme Cynthia Trigo-Paz, qui est la conseillère principale en affaires et droits humains chez Total. Elle a plus de 20 ans d'expérience au sein d'entreprises multinationales du secteur de l'énergie en France et en Bolivie, où elle a conseillé sur des questions juridiques, socio-environnementales et de droits humains complexes. Quel panel impressionnant! Oh, ça, c'est vraiment formidable pour moi de parler sur tous ces différentes expériences de nos panélistes, mais pour mettre un peu de contexte, je vais mettre sur certains points de quel type de données parlons-nous vraiment. Les données désagrégées sur le genre DDG signifient la représentativité des hommes et des femmes des points de données qui donnent un aperçu de l'impact des différents programmes sur les femmes et les filles. Je pense que nous savons que les impacts positifs et négatifs du secteur ne sont pas les mêmes sur les femmes et les hommes. Et puis, DDG peut nous aider tous, que ce soit les défenseurs de l'égalité genre, les décideurs politiques, à mieux suivre les résultats et analyser les impacts. Quels sont quelques exemples?
On peut faire un tout petit pause ici. Quels sont quelques exemples de DDG qui peuvent nous aider à comprendre les droits et les rôles des femmes dans les industries extractives? Prenons 30 secondes, tout le monde, panélistes et aussi participants. Merci de partager vos idées dans le chat et comme ça, nous pouvons continuer. Je peux mettre aussi la question dans le chat. C'est quels sont quelques exemples de DDG, données déségrégées sur le genre, qui peuvent nous aider à comprendre les droits et les rôles des femmes dans les industries extractives? Vous pouvez utiliser Q&A ou le chat pour mettre vos idées. Ça, c'est une bonne question. Je pense que je parle un peu vite. Les données désagrégées de genre, voilà. Excellent. On a une suggestion. C'est type de tâches accomplies dans la chaîne d'approvisionnement, crossage, transport, eau, minerais, sluicing, etc. Très bon, très bien. Pour revenir, les données désagrégées sur le genre signifient la représentativité des hommes et des femmes dans les points de données qui donnent un aperçu de l'impact des différents programmes sur les femmes et les filles. Très vite, s'il y en a personne qui a autre idée sur les données spécifiques au genre, vous pouvez mettre dans le chat. Sinon, j'ai quelques idées moi-même à partager. OK, nous avons... Moi, franchement, je suis anglophone, donc c'est un peu difficile pour moi de traduire en même temps, mais nous avons une suggestion en anglais. Following girls and young women through early schooling with STEM through university to see if we have skilled women who can take the jobs. In Lebanon, 80% of the jobs are reserved for Lebanese. Donc, c'est vraiment un commentaire sur le progrès des femmes dans les opportunités éducatives. Excellent. Je ne veux pas passer beaucoup de temps ici, mais voilà quelques idées qui me viennent à l'esprit. Par exemple, un accès limité aux services d'éducation et de santé. On a aussi un exemple de l'exclusion des femmes et des filles des processus de prise de décision quant à la façon dont les revenus sont repartis dans les communautés. On a aussi l'exemple des taux plus élevés d'infections sexuellement transmissibles à proximité des sites d'extraction. Et finalement, on a aussi l'exemple des femmes au poste de pouvoir dans les entreprises extractives. Voici quelques exemples des données qui sont désagrégées, qui peuvent être désagrégées par genre. Il est important de noter ici que certains de ces exemples que je viens de donner ne sont pas strictement des données de genre. Les données qui peuvent être utilisées pour avoir un impact positif sur les femmes et des filles peuvent provenir de nombreux domaines, par exemple données de la santé, données sur l'éducation et bien d'autres. Moi, je peux continuer encore et encore sur les différents cas d'utilisation, mais je vais m'arrêter ici. Si vous êtes curieux, ma collègue Vanessa et moi avons écrit un article analysant en détail l'importance d'identifier des cas d'utilisation variés des données de genre que je partageais maintenant dans le chat. Voilà. Parfait. Avec un peu de contexte comme ça, maintenant que vous en savez plus sur le contexte, tournons-nous vers nos fabuleux panélistes, peut-être à commencer avec Madame Cynthia Trigo-Paz. Madame Cynthia, quel genre d'informations pensez-vous que les compagnies devraient publier pour contribuer à faire progresser les droits des femmes dans le contexte du secteur extractif? Quelle information Total publie déjà?
Bien, merci d'abord pour l'invitation à Total de pouvoir participer dans ce panel sur les industries extractives et merci à Publish What You Pay. Sur la question que Beverly vient de poser, je pense que les entreprises devraient publier des données ventilées par sexe afin de pouvoir mesurer les progrès et l'efficacité des politiques et des plans d'action qui sont mis en œuvre dans leurs propres activités, dans la chaîne d'approvisionnement et les communautés en mettant l'accent plus sur les résultats plutôt que sur les activités. Je pense que ça, c'est un sujet que Total, en ce qui concerne par exemple ses employés, le fait. Nous avons fixé des objectifs, par exemple, à 2020, et nous publions sur notre site Sustainable Performance des informations pour montrer où est-ce que nous en sommes par rapport à ces objectifs. Un exemple, c'est l'objectif qui avait été fixé d'atteindre 25% de femmes cadres dirigeants au sein de l'entreprise pour 2020. Bien, dans les faits, nous sommes à 23%, donc il y a encore des efforts à faire sur ce sujet. De même, nous pensions par exemple atteindre 20% de femmes dans les comités de direction des branches. Malgré les actions qui ont été menées en ce sens, le résultat mesuré en 2019 montre que nous sommes bien en deçà, à 13%. Par contre, par exemple, dans le cadre des filiales qui sont installées dans les pays hôtes, nous avons dépassé l'objectif fixé de 20% de femmes dans les comités direction filiale et nous avons atteint 22%. Donc, voilà quelques exemples. Vous trouverez sur le site Sustainable Performance les résultats 2019 ainsi que la progression des 5 dernières années sur des indicateurs comme, par exemple, le nombre de femmes parmi le nombre total d'employés chez Total, qui est de 35,8%, le nombre de femmes cadres, qui est de 28,5%, et le nombre de femmes cadres dirigeants, comme je l'ai mentionné, de 23%. Mais voilà, évidemment, on voit qu'il y a encore des efforts à faire pour atteindre la parité. Cependant, on travaille dans le cadre de la politique de diversité. En ce qui concerne les données relatives aux communautés locales avec lesquelles nous interagissons dans le cadre de nos activités sur site, nous publions les études d'impact sur les droits humains que nous réalisons. C'est ainsi que depuis à peu près 2015, nous avons intégré dans le périmètre des études de ces études le sujet de genre et du droit des femmes. Et dans les études récemment réalisées, notamment en Mozambique, en Ouganda, en Tanzanie, mais dans d'autres pays aussi, le genre est traité comme un sujet à part entière avec un chapitre dédié et dont l'analyse est transversale, c'est-à-dire c'est les femmes et le droit des travailleurs, les femmes et les communautés locales, les femmes et la sécurité, qui sont les 3 grands sujets sur lesquels ces études se focalisent. Comme exemple, je peux citer l'étude sur impact droits humains qui a été menée par un tiers indépendant en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, et qui a contribué énormément à l'intérieur de Total à mieux comprendre comment les femmes, y compris les filles, sont affectées de manière disproportionnée et différente par les impacts négatifs liés à nos opérations. Cette compréhension des impacts différenciés qui est due très souvent à un contexte d'inégalité de genre existant devrait nous permettre d'éviter de les amplifier ou de créer des contraintes supplémentaires liées à nos opérations. De plus, cela contribue
à ce que les mesures d'atténuation que nous allons proposer dans les études d'impact soient le plus adaptées possible au contexte et en conséquence aussi plus efficaces. Voilà un peu le cadre sur ce sujet. Parfait, merci beaucoup. J'oublie à dire au commencement que j'essaie de faire 2 tours de table avec nos panélistes avant la discussion générale. Donc, si vous avez quelques questions, vous pouvez le mettre dans le chat ou dans le Q&A. Et dans la dernière partie de la discussion, je vais retourner vers les questions. Okay? À prochaine, je pense que nous pouvons tourner à la perspective de la société civile avec Madame Nantibou. Pourriez-vous partager un exemple où la publication des données liées à la thématique du genre et des industries extractives dans votre campagne a conduit à améliorer la gestion des ressources naturelles dans votre pays? Quelles données faut-il pour réussir? Madame Barry, vous pouvez enlever le muet. Vous pouvez activer votre micro. Allô? Oui, on vous entend. Allô? Ok, bonjour tout le monde. Et vraiment, je remercie les organisateurs de ces forums par rapport à la gouvernance du secteur extractif en lien avec le genre. Donc, concernant la question, au fait, dans mon pays, il n'y a pas de données spécifiques liées aux problématiques genre dans le secteur extractif. Mais ce qui reste clair, au sein de notre organisation, on a mené une étude légère sur la problématique genre en lien avec l'accès aux ressources foncières. Ça, c'est un peu suite à un constat qu'on a eu sur le terrain et suite à une étude menée par la GIZ sur les normes et pratiques liées à la compensation des communautés impactées par l'exploitation minière. Donc, du coup, quand on a fait ça, on a proposé un projet d'appui aux femmes sur l'accès des ressources foncières. Donc, les données ne sont pas, on n'a que des données qualitatives et ces données se résument à travers les obstacles et les défis à relever par rapport à l'accès des femmes aux ressources foncières. Et ces obstacles sont, entre autres, il y a les obstacles socio-économiques, il y a les obstacles culturels, il y a les obstacles politiques et il y a les obstacles même liés à l'information, à la formation et à la formation de ces femmes sur les procédures d'accès, sur les procédures d'administration et sur les procédures de sécurisation des ressources foncières. Pourquoi on a réfléchi à ces données, à ces types de données? Parce que le constat a révélé que tout est impacté par l'exploitation minière bénéficiaire, n'est-ce pas, du processus de compensation, d'indemnisation et de relocalisation. Mais fort malheureusement, dans ces communautés, les femmes sont reléguées au second plan parce que généralement, c'est le processus patriarcal qui réside la vie de la famille. Et du coup, quand on n'est pas propriétaire terrien et on ne peut pas justifier, tous les montants dits à la compensation et à la relocalisation sont carrément donnés aux hommes. Donc, on a mis en place un plan d'action pour renforcer le pouvoir économique des femmes, pour renforcer le pouvoir juridique des femmes et pour renforcer le pouvoir politique des femmes au niveau communautaire. Donc, nous sommes dans une perspective de plaidoyer par rapport à cela. Ouais.
Parfait, merci madame. Aussi, j'ai vu qu'il y a un requête dans le chat pour avoir le rapport de l'étude dont vous avez parlé. Donc peut-être vous pouvez partager dans le chat pendant que nous passons à la prochaine panéliste. Au fait, si je peux recadrer un peu, au fait, ce n'est pas une étude sur les normes et pratiques, c'est la GIZ qui a mené l'étude sur les normes et pratiques liées à la compensation, l'indemnisation et la relocalisation. Nous avons mené une étude légère sur les problématiques des droits d'accès des femmes aux ressources foncières. Donc, on pourrait partager, n'est-ce pas, ces documents avant la fin de cette séance. OK, parfait. Merci. Okay. Madame Nestorine, si nous pouvons tourner vers vous. Vous avez travaillé en tant que ministre et avez dirigé les travaux de rédaction de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité genre. Quel genre d'information a été déterminant pour vous avant de répondre aux besoins des femmes en relation avec le secteur des ressources naturelles? Merci beaucoup pour l'invitation de participer à ce panel. Je suis vraiment très intéressée par les échanges qui ont lieu. Et pour vous parler de l'expérience du Burkina, j'avais pensé que je parlerais de l'expérience de la Guinée parce que je viens de finir l'élaboration de la politique genre du secteur minier en Guinée après un diagnostic global sur l'or, le diamant et la bauxite de ça. Maintenant, pour ce qui est du Burkina Faso, nous avons fait un diagnostic, une évaluation globale de 10 ans de mise en œuvre de la politique nationale genre. Et dans le cadre de cette évaluation globale, bien sûr, nous avions fait élaborer des plans d'action pour chaque département ministériel en genre. Et donc, le secteur de l'énergie et des mines avait son plan d'action. Et donc, au bout de 10 ans de mise en œuvre de la politique nationale, nous avons procédé à l'évaluation. Et ce qui ressort, c'est qu'au moment où nous élaborions la politique en 2009, il n'y avait pas encore beaucoup de sociétés minières qui étaient installées sur le territoire national. C'est à partir seulement de 4-5 dernières années qu'on a vu le nombre augmenter, passant en tout cas de 3 sociétés à près de 13 actuellement. Donc, dans ce contexte, ce qui ressort, c'est vraiment la faible représentation des femmes au niveau des employés. On était à un taux de 2,92% de femmes dans les sociétés minières au moment de l'évaluation. Et à l'intérieur, nous avons essayé de voir quelles sont les conditions de travail et quelle est la situation par rapport aux violences faites aux femmes au sein des sociétés minières. Parce que toutes les sociétés minières disposent d'un code d'éthique et des stratégies pour lutter contre les violences, violences à l'égard des employés, violences à l'égard des stagiaires, prestataires de services. Et donc, tout ça sont des données sur lesquelles nous avons posé donc, des questionnements. Mais il faut dire que beaucoup de sociétés ne sont pas coopératives par rapport à la transmission des données et même que ce ne sont pas des données qu'ils collectent. Donc, nous sommes dans un travail de sensibilisation, non seulement pour réellement accroître l'accès des femmes aux emplois au sein des sociétés minières, mais également adresser cette question des violences faites aux femmes qui est une question taboue, parce que beaucoup de femmes qui arrivent à avoir des emplois se sentent encore en insécurité d'emploi, dans une situation de vulnérabilité qui fait que certaines n'osent pas parler quand elles font l'objet de violences. Donc, en examinant les mécanismes de recours même au sein des sociétés minières, on se rend compte que ça varie d'une société à l'autre. Certaines sont vraiment très actives, elles ont des dispositifs d'écoute et de prise en charge des victimes et d'autres n'en ont pas encore.
Donc, c'est très disparate d'une société à l'autre. Et ces éléments-là ont été pris en compte parce que si on veut promouvoir l'accès des femmes aux emplois au sein des sociétés minières, les femmes qualifiées, bien sûr, nous devons accompagner cet accès-là en faisant en sorte qu'il n'y ait pas du harcèlement sexuel au recrutement, qu'il n'y ait pas du travail. L'autre réflexion à porter sur les conditions de travail. Et on se rend compte qu'à ce niveau, les femmes et les hommes tendent à avoir les mêmes uniformes, les bottes, les vêtements, les tenues qu'elles portent. Et quand la même dotation également, le même nombre de tenues, et les femmes avec les menstrues ont tendance à laver plus souvent leurs vêtements que leurs collègues hommes. Donc, la dotation des femmes, elle se dégrade plus vite au niveau des uniformes que celui de leurs collègues hommes. Et également, quand elles sont en situation de grossesse, la tenue n'est pas adaptée pour une femme enceinte parce que si c'est des tenues standardisées, on n'a pas prévu de place pour qu'une femme porte une grossesse pendant qu'elle travaille. Alors que, bon, vous savez que le congé de maternité intervient à un moment où la grossesse est assez avancée. Donc, ce sont des mesures sur lesquelles nous avons travaillé. Et l'application surtout du temps d'allaitement. La législation burkinabé prévoit que les mamans ont droit à 1h30 de temps d'allaitement par jour. Mais dans les sociétés minières, les femmes sont obligées de se déporter dans les lieux de vie des sociétés. Donc, elles s'éloignent pendant 1 semaine, 2 semaines, selon le roulement. Et donc, il y a des aménagements spécifiques que le Code du travail n'a pas prévu pour des femmes travaillant dans les sociétés minières. Et ça fait que la réflexion est actuellement de voir comment faire en sorte que quand une femme est enceinte, qu'elle puisse prendre le congé de maternité plus tôt, qu'elle puisse rester au niveau du siège de l'entreprise pendant un temps jusqu'à ce que l'enfant soit à mesure d'être prise en charge par quelqu'un pendant qu'elle retourne donc, au niveau de l'emplacement de l'usine ou en tout cas le lieu de l'exploitation. Donc, grosso modo, c'est ce que je peux dire, mais je suis disposée aussi à partager l'expérience de la Guinée que je viens de terminer il n'y a pas encore 1 mois. Merci. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est avec les données, on peut voir ce genre de détails, ce genre de granularité sur les problèmes de l'uniforme, par exemple. Merci, Madame Nestorine, pour cet exemple. En tant qu'enseignante-chercheuse, je tourne vers Madame Bernadette. Quel genre de données ou informations en lien avec les femmes dans le secteur extractif avez-vous utilisé dans votre curriculum d'enseignement ou d'activités de collecte et de traitement de l'information? Donc, ça, c'est une question dirigée à Madame Bernadette, si vous pouvez enlever le mute. Je ne sais pas si vous parlez, mais vous êtes encore sur mute. Oui, j'ai enlevé pourtant. Ça marche? Vous m'entendez? Parfait, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, parfait. Oh, parfait. Mais en fait, moi, je dis bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Donc, dans le cadre, par exemple, de mon cours, ce que nous faisons, nous nous intéressons beaucoup au secteur aurifère, ça veut dire l'orpaillage traditionnel. Dans la région de Kédougou, on a eu envoyé des étudiants pour faire des enquêtes sur le travail des orpailleurs traditionnels, etc. Donc, moi, je m'intéresse plus à l'implication des femmes dans la chaîne de production. Dans la chaîne de production, comment leurs différents rôles, leurs positions, etc., cette implication impacte sur leur vie au quotidien. Donc, nous allons aller chercher, par exemple, sur le plan de l'éducation.
l'abandon précoce de l'école par les jeunes filles. Et là, nous sommes renforcés par des études de l'ANSD, c'est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, sur laquelle nous nous appuyons beaucoup, qui fait beaucoup de travail de terrain et qui nous montre que, par exemple, il y a beaucoup plus de filles et de femmes dans les orpéages, dans l'orpéage traditionnel, selon une certaine tranche d'âge. Donc, entre 15 et 24 ans, on a plus de filles, de femmes, et entre 35 et 44 ans, il y a plus de filles. Donc ça nous interpelle. Pourquoi il y a plus de filles à ce niveau? Par exemple, si vous prenez moins de 15 ans, normalement, les filles doivent aller à l'école. Mais elles abandonnent l'école précocement. Donc, pour aller aider le parent à laver la terre extraite du puits, ou bien pour aller scruter les blocs de pierre, ça peut être leurs parents, mais ça peut aussi être des employeurs. C'est des filles aussi qui peuvent être employées par d'autres personnes pour faire ce travail. Donc, à notre niveau, ça, c'est problématique. Donc, on va aussi aller voir sur le plan matrimonial. Est-ce que dans ce secteur où l'orpaillage traditionnel est développé, il y a un mariage précoce des jeunes filles? Et la plupart du temps, c'est le cas parce que les filles sont toujours utiles. Elles peuvent venir aider au niveau des djoura, comme ils l'appellent là-bas, ça veut dire les sites traditionnels d'orpaillage, et pour faire le transport, pour faire, comment on appelle ça, laver la terre, etc. Mais aussi pour faire la cuisine, pour faire la lessive, etc. Elles sont vraiment utiles pour beaucoup de choses. Et même pour jouer au réconfort le soir, quand le mari est fatigué, quand il est déprimé, quand il est découragé, quand il n'arrive pas à trouver assez d'or, etc. Et après, on va essayer de voir dans ces zones aussi quel genre de rôle les femmes peuvent jouer ou quel genre de travail elles peuvent pratiquer. Ça peut être la prostitution, elle peut être volontaire, donc elle peut être aussi contrainte. Donc il y a des réseaux très organisés qui font venir des filles de la sous-région parce qu'il y a toute une croyance qui sous-tend en fait qu'avant de descendre dans le puits, si un orpailleur, je ne sais pas comment dire ça, si un orpailleur couche avec une prostituée, ça lui porte chance. Donc, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, mais il y a toute une croyance avec les enquêtes de terrain qui sont là, faites par nos étudiants et des encadreurs de l'école de journalisme, le CESTI, donc ils sont là. Et après avoir eu aussi des pépites d'or, il faut aller voir la prostituée pour te porter chance pour la prochaine fois. Donc, vous voyez un peu dans quel réseau, dans quel cercle on est. Avant de descendre dans le puits, il faut aller voir une prostituée pour ne pas rester dans le puits pour qu'elle te porte chance. Et une fois avoir découvert aussi des pépites d'or, il faut aller la revoir, etc. Donc là aussi, on pose des questions sur leur sécurité, que ce soit physique, ça peut être leur sécurité aussi sanitaire. C'est des questions comme ça qu'on se pose dans le cours. Et on s'appuie beaucoup sur des données, comme je vous l'ai dit, de l'ANSD, mais aussi sur les enquêtes faites par nos étudiants sur le terrain qui sont encadrés par les enseignants. Et je peux vous dire que c'est un secteur très, très fermé. On n'a pas souvent beaucoup d'informations pour aller voir les personnes qui travaillent dans ce domaine. Et les personnes ressources que nous rencontrons d'habitude, c'est des organisations de la société civile, des organisations de défense, des ONG, ou bien les orpailleurs traditionnels, ou ceux qui ont eu le rêve brisé, etc., qui viennent nous parler, mais la plupart du temps, les responsables qui travaillent dans ce secteur, on a beaucoup de difficultés pour les faire parler, pour connaître qu'est-ce qu'ils mettent. Bon, ils mettent beaucoup de place, il y a beaucoup de lois, de règlements, vraiment de belles lois pour les femmes, mais l'application pose vraiment un problème sur le terrain quand vous faites des enquêtes. Et dans le cours, c'est vraiment ce que nous allons chercher, ce que les femmes font, parce qu'on voit que c'est les tâches les plus difficiles, les tâches les plus ingrates sont dévolues aux femmes. Ça, ce n'est pas spécifique au secteur aurifère. Hein. On peut retrouver ça dans beaucoup de domaines de notre propre société. Et c'est ce que nous questionnons. Et nous allons voir pourquoi les filles abandonnent très tôt l'école. Donc, le mariage précoce, la prostitution. Et on essaie de faire des productions sur toutes ces problématiques pour rendre visible
je ne sais pas, ce que les femmes font dans le domaine aurifère pour une meilleure prise de conscience. C'est vraiment de façon succincte ce que je fais dans mon cours avec les étudiants. Parce que c'est un cours sur femmes et société, mais vraiment un cours sur comment on représente les femmes et les hommes dans notre société, mais à travers les médias. Donc, ça touche ça touche beaucoup de secteurs, donc qui se retrouvent dans, comment on appelle ça, dans le traitement médiatique des problématiques féminines. Grosso modo, ce que nous faisons, ouais, en ce qui concerne le domaine minier. Excellent. Il est vraiment si important de combler le fossé entre les belles lois, comme vous avez dit, et les réalités sur le terrain. Donc, merci pour vos contributions. Et finalement, en tant que journaliste, nous avons beaucoup de journalistes aujourd'hui. Nous avons M. Amadou. Suite aux interventions des panélistes et sur la base de votre expérience de journaliste et d'acteur de la société civile, quelles données ou informations intéressent le plus les communautés en relation avec les femmes dans le secteur extractif, dans votre avis? Okay, merci. Merci à tous. C'est un plaisir de participer à cet échange assez important. Il faut noter que la question du genre est une question assez embryonnaire dans le cadre du secteur minier. Embryonnaire dans la mesure où nous avons un peu de difficultés, ou disons pas mal de difficultés, dans le cadre de l'accès, en fait, aux données relatives au genre dans le cadre du secteur minier. Et pourtant, si vous prenez toutes les politiques de planification, de développement, la question du genre est évoquée, mais malheureusement, les statistiques qui ressortent en quelque sorte réellement le poids, par exemple, des femmes dans les différents secteurs, dans le cadre du secteur minier, dans les différents compartiments du secteur minier, ne ressortent vraiment pas. Aujourd'hui, si vous voulez avoir des informations sur l'aspect genre dans le secteur minier, vous avez des problèmes parce que le rapport ITIE ne donne pas suffisamment d'informations sur le genre, qui est le document en fait le plus fourni en termes d'informations. Le bulletin statistique du ministère des Mines, produit par le Bureau de stratégie et de développement du ministère des Mines, ne donne pas suffisamment d'informations. Donc, vous pouvez avoir des informations spécifiques sur le genre, c'est à travers parfois les données des institutions internationales. Et parfois, c'est des données qui sont approximatives, que ce soit la Banque mondiale, la BAD ou encore, disons, l'Union européenne, qui s'intéresse à des spécificités dans le cadre du secteur minier. Donc, c'est un réel problème. Pourtant, le PNDS, le Plan national de développement économique et social de la Guinée, a en fait, parmi ces 4 piliers, disons, l'inclusivité comme élément transversal dans toutes les politiques publiques qui doivent normalement être mises en œuvre. Et le secteur minier a la déclaration, la Guinée a adopté la déclaration de politique minière en 2017. Et cette déclaration de politique minière évoque en fait l'aspect macroéconomique des choses, mais malheureusement, ils ne vont pas en profondeur dans, disons, la spécificité genre. Donc, à ce niveau, c'est un problème. Et de l'autre côté, vous avez le plan de développement du secteur minier, qui est en fait le plan d'action du ministère des Mines en ce qui concerne le développement du secteur minier. Là aussi, on ne s'intéresse qu'à des aspects beaucoup plus économiques, beaucoup plus globaux que sectoriels, que détaillés dans le cadre, bien entendu, du genre. Si vous voyez, par exemple, dans ce plan de développement du secteur minier, on évoque l'artisanat minier,
malheureusement, on ne donne pas, disons, les statistiques réelles, on ne donne pas des orientations sur comment savoir combien représente en fait le poids des femmes dans l'artisanat minier qui est le secteur le plus grand employeur en Guinée. On estime à plus de 150 000 travailleurs dans le secteur artisanal minier. Et dans ça, il y a une bonne partie de femmes qui travaillent dans ce secteur. On n'arrive pas à avoir le taux réel des femmes qui travaillent dans ce secteur par tranche d'âge, par localité et surtout le revenu tiré par ces femmes dans ce secteur aussi important, aussi porteur, disons, de croissance pour le pays. Parce qu'il est aujourd'hui plus important que le secteur industriel de l'or. Donc, ça, c'est un aspect. Vous avez le rapport de l'INS. L'INS, c'est l'Institut national de la statistique qui produit des rapports périodiques relevant en fait les statistiques au niveau national. À ce niveau aussi, on a du mal à avoir, disons, de statistiques réelles qu'on peut exploiter dans le cadre, bien entendu, du secteur minier pour pouvoir avoir un certain nombre de données dans ce sens. Donc, ce qui veut dire qu'il y a en fait beaucoup en fait, d'opportunités dans le cadre du secteur minier aujourd'hui, dans le cadre des réformes, où on peut mettre en œuvre en fait une réelle politique du genre pour permettre à l'ensemble des acteurs de renseigner ces informations. C'est l'information, par exemple, les informations relatives, par exemple, à la mise en œuvre du contenu local. Le code minier prévoit un certain nombre de quotas par rapport à l'emploi, par rapport au nombre de stagiaires que les entreprises doivent prendre et qui sont contenus dans le plan, disons, de renforcement des capacités que les entreprises doivent soumettre à l'Office national de perfectionnement professionnel. Donc, à partir de là, on doit savoir combien de femmes ont bénéficié de stages professionnels au niveau des entreprises minières, combien de femmes ont été employées par entreprises minières par an, combien ont perdu le boulot, combien ont monté en grade en termes, disons, de responsabilité au sein des entreprises, parce que le plan de guinéisation qui est contenu dans le code minier guinéen voudrait que les Guinéens occupent les postes de responsabilité en fonction de l'évolution du projet et surtout en fonction aussi de leurs capacités. Donc, ce plan devrait intégrer l'aspect genre pour qu'on retrouve des femmes directrices au chef de département dans les différentes sociétés minières, directrices de sociétés minières. Donc, il y a tous ces aspects qui aujourd'hui manquent. Il faut noter que la Guinée, à l'instar de beaucoup de pays, a un sérieux problème d'établissement de statistiques réelles, de données vraiment, de produire des données réelles allant dans le sens de renseigner l'opinion publique sur le genre. Et c'est ce qui fait que la quasi-totalité des politiques publiques mises en place, notamment dans le cadre du secteur minier, que ce soit dans le domaine de la compensation, dans le domaine du développement local ou encore dans le domaine du contenu local, on a du mal à les faire prospérer parce que l'aspect genre manque. Et il n'y a pas de statistiques fiables sans pour autant prendre en compte l'aspect qui est l'un des aspects les plus importants, cette sensibilité genre. Donc, c'est important de le faire. Il y a quelques avancées en Guinée aujourd'hui avec la mise en œuvre du FODEL. Le FODEL, c'est le Fonds de développement économique local qui est en fait tiré du chiffre d'affaires annuel des entreprises minières. Ça dépend de la substance qui est exploitée par les entreprises minières. Aujourd'hui, dans la mise en œuvre de ce FODEL, le plan, disons, de gestion de ces fonds voudrait que 20% du montant, par exemple, du FODEL de la localité soit attribué aux associations de femmes, aux groupements de femmes, aux GIE, en fait détenus par des femmes, pour les permettre de développer des activités génératrices de revenus et, une fois encore, de relever un peu cette fracture sociale qui est assez importante. Voilà ce que je pouvais dire jusque-là. Merci. Parfait, merci. Je sais que nous avons beaucoup de questions dans le chat, donc je pense que nous sommes prêts à ouvrir
vers la discussion. Mais si nous pouvons commencer avec nous avons 2 discutants, 2 autres journalistes qui puissent faire un peu de contexte sur tout ce que nous avons entendu dans cette session. Donc, je pense que je peux commencer avec Madame Oumou Kelsoum-Ba, qui est journaliste reporter, présentatrice radio et télévision spécialisée en économie et finances. Madame Kelsoum-Ba, avez-vous un bref commentaire ou une question sur ce que vous avez entendu jusqu'à présent? Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir associé à ce webinaire qui est très important, bien sûr, qui a révélé aussi beaucoup d'informations dans les pays comme la Guinée. Franchement, j'en suis très ravie. Moi, peut-être ma contribution ou bien mes questions sont les suivantes. On sait que dans une étude réalisée par la Banque mondiale et l'ITIE, le document a révélé qu'au Sénégal, moins de 25% des femmes travaillent au niveau des industries extractives. Le secteur des mines est une activité qui donne en ce moment peu d'opportunités. Alors, moi, ma question peut-être c'est quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui pour changer la donne, puisqu'on sait que la déclaration de Beijing ordonne aux États à assurer l'accès des femmes à les formations professionnelles et à des informations pour qu'elles puissent bénéficier des retombées de ces secteurs. Moi, c'est ma question. Parfait. Je ne sais pas si des panélistes, il y a quelques panélistes qui voulaient répondre. Allô? Allez-y. Oui, je rappelle, moi, je suis Mente Boubari. En fait, par rapport à cette problématique genre dans le secteur extractif, il faut l'analyser selon un certain nombre de paramètres. Surtout, il faut l'analyser sur le point lié au cadre politique. Donc, il faudrait que dans le cadre politique, si c'est le cas de la Guinée, comme l'a rappelé tout à l'heure Amadou, le PNDS, le plan national de développement économique et social, il faudrait faire un plaidoyer afin de matérialiser cette problématique du genre dans le secteur minier, dans ces cadres politiques. Ensuite, il faut mettre en œuvre la politique nationale genre qui a été élaborée en 2011 et qui a été révisée en 2017. Donc, cet outil, c'est un peu l'outil de mise en œuvre de la politique nationale genre. Ensuite, comme Mme Nestorine l'a appelé, tout récemment, il y a eu une étude spécifique sur la problématique genre liée au secteur minier. Il y a eu un plan d'action national qui a été mis en place et il faut vulgariser ce plan et il faut mettre en œuvre ce plan. Ça, c'était un peu dans le cadre politique. Au niveau du cadre juridique, il y a plein de lois dans notre pays et peut-être pourquoi pas au Sénégal. Il faut mettre en œuvre, il faudrait par rapport aux lois liées au code minier, liées au code environnemental, liées au code environnemental, liées au code foncier domanial et pourquoi pas au code du travail. Il faudrait les analyser, voir dans quelle mesure on peut identifier les faiblesses afin de faire un plaidoyer par rapport à la prise en compte des questions spécifiques liées au genre par rapport aux industries extractives. Il faut aller aussi au-delà de ces codes, il faut voir aussi un peu la pratique sur le terrain. C'est-à-dire au niveau des sociétés minières, il faut mener un plaidoyer pour que ces sociétés minières puissent, pendant l'élaboration de l'ITIE, prendre en compte les données liées à l'emploi, les données liées à la formation, les données liées au contrat. Donc, voilà un peu ce que je pourrais apporter par rapport à la prise en compte déjà dans le cadre spécifique du secteur minier. Je vous remercie. Parfait. Je ne sais pas, Madame Nestorine, si oui. vous voulez ajouter quelque chose très vitement. Oui, très vitement, je voudrais dire qu'il y a un cercle vicieux. Parce que les filles arrivent toujours au test de recrutement. On a une situation de baisse globale de la qualité de l'éducation qui fait que quand les filles arrivent au test de recrutement, beaucoup n'arrivent pas à réussir.
Et moi, je pense qu'il faut retourner en amont du système et former des filles capables de réussir au test de recrutement. C'est comme ça seulement qu'elles pourront être recrutées dans les postes qui se dégagent au niveau des industries extractives. Parfait. Si je peux, je peux passer ensuite très vitement à notre deuxième discutant, M. Elie Kaboré, qui est la présidente de d'Action des journalistes sur les mines au Burkina Faso. Je partage la même question. Merci de partager vos brèves réflexions sur ce que vous avez entendu. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de ce webinaire. J'ai un petit commentaire et une question adressée à Dr Sangaré. Le commentaire, c'est de dire que même si souvent les textes au niveau du pays sont muets sur les questions des gens, il y a des initiatives aussi qui tendent à donner de bons résultats. Si je prends le cas du Burkina, les codes miniers et ces textes d'application sont muets sur la question du genre, mais une association comme AFEMIF, Association des femmes minières du secteur minier, fait un très bon travail dans la promotion du genre sur le terrain avec les sociétés industrielles et même dans le domaine de l'exploitation artisanale. Donc, elle arrive à coacher les femmes et on dispose de temps en temps de données suite à des études que cette association mène. Et actuellement, un des faits marquants qu'on peut citer, c'est le fait, un plaidoyer qui tend à accorder au moins 30% des revenus du Fonds minier de développement. Le Fonds minier de développement local, c'est alimenté par 1%, essentiellement 1% de chiffre d'affaires des sociétés minières. Et ça permet aux communes d'avoir beaucoup d'argent actuellement pour les activités. Donc, l'AFEMIF a mené un plaidoyer pour qu'une partie, 30% de ce fonds-là, serve à financer des activités en lien avec les gens. Et je peux, en tout cas, je suis heureux de vous dire que certains maires, certains chefs de collectivité ont été sensibles et déjà se sont engagés ou ont déjà donné des fonds pour les femmes. Donc, en attendant que AFEMIF fasse le point, pour nous donner un peu des statistiques en termes d'impact réel sur les femmes. Deuxièmement, c'est ORCAD, c'est une ONG aussi au niveau du Burkina. Elle a fait un travail, beaucoup avec le secteur minier. Et je vais illustrer un dernier cas. Il y a eu une délocalisation de population. ORCAD s'est intéressé à l'aspect genre. Et vous savez que les hommes et les femmes en matière d'accès aux fonciers n'ont pas les mêmes droits et n'ont pas, l'impact aussi n'est pas le même. Et je cite un monsieur qui est vraiment défenseur de la question de la femme sur le site. Il a dit, moi, on me donne la terre, des hectares pour cultiver, mais je ne donne pas l'essentiel pour faire la sauce à la femme. Donc, il faut obligatoirement que la femme aussi ait un lopin de terre pour ses activités de production. Donc, voilà un peu comment ORCAD a réussi et avec la société minière à donner un peu... Désolé, Monsieur Kaboré. Je pense que c'est... Non, il n'y a pas de souci, mais aussi, si vous pouvez parler un peu plus fort, il y a un problème, je pense, avec le son. Okay, là, donc, là, pour votre... Oui, je pense que... J'espère que ça, c'est mieux. Donc, en attendant que AFEMIF et ORCAD fassent l'évaluation en termes d'impact sur les femmes des projets, je pense que c'est quand même des cas qu'il faut citer. Maintenant, je pose ma question à Dr Sangaré. On a vu que plusieurs pays ont adopté des législations, des stratégies, des politiques en faveur du genre. Comment vous, en tant que vous avez été dans le gouvernement maintenant, vous êtes vraiment engagé dans ce domaine-là, et en tant que consultante, comment on peut utiliser concrètement ces textes et ces politiques-là pour faire avancer les droits des femmes dans les sociétés minières? Parce qu'il y a des stratégies, il y a des politiques, il y a des textes, mais comment concrètement on peut le faire? Merci. Ok, Madame Sangaré, si vous voulez bien parler. Sûr. Je pense que ce que moi j'ai pu comprendre, nous ne pouvons pas changer la situation de la prise en compte du genre dans des sociétés minières. Ça veut dire quoi? Ils veulent améliorer les choses, mais ça va par quoi? Les responsables des sociétés minières, sensibiliser, mais surtout former et partager les bonnes pratiques, constitue une façon
de faire changer les choses. Et également, je l'ai dit tantôt, il ne faut pas que les femmes pensent qu'on peut leur donner tout gratuitement. C'est des domaines où les entreprises cherchent du profit. Et on ne peut pas recruter des femmes pour recruter des femmes. Il faut que les filles qui veulent aller dans ces secteurs-là, elles aient les compétences pour justifier de leur présence. Parce que sinon, si on pousse pour qu'on les recrute juste pour les pousser, quand elles arrivent et qu'elles ne font pas de bonnes performances, elles vont être renvoyées. Donc, moi, je pense qu'il y a deux niveaux de travail. D'un côté, que les femmes elles-mêmes à renforcer leur capacité au niveau des études dans les domaines scientifiques, les disciplines les plus demandées dans le secteur minier. De l'autre côté, que les sociétés minières appuient les pays dans lesquels elles sont installées. Les recrutements, les textes en matière de discrimination, beaucoup de sociétés ne respectent pas encore ça. Donc, il faut faire changer la situation. Sinon, je pense que vraiment, la FEMIP fait du bon travail. ORCAD également. Et je pense que c'est... Okay, désolée, Madame Nasrine. Dans votre réponse, il y a un problème de connexion, je pense. Peut-être vous pouvez continuer ou faire un sommaire dans le chat. Je peux ajouter? Non, mais c'est parfait. Je sais que nous avons beaucoup de bonnes questions dans le chat, donc j'essaie de partager. J'essaie de demander à certains panélistes. Peut-être je peux commencer avec Madame Bernadette. Il y a une question. La question foncière est d'une actualité brûlante au Sénégal, surtout l'accès du foncier aux femmes. Quel mécanisme pensez-vous que la société civile pourrait mettre en branle pour prendre en charge la question du genre? Bernadette, vous pouvez faire une réponse aussi autre avec l'expérience en Sénégal. Vous pouvez parler aussi très brièvement. Comme ça, je peux essayer de gérer les questions. Ok, parfait, ça marche. Mais à ce qui concerne la question foncière, je crois qu'il faut remonter très loin, hein, parce que la loi foncière, je sais que depuis 2012, ils ont un peu changé, mais l'application tarde à venir au niveau de la cadastre nationale. Parce que n'oubliez pas que la question foncière date de l'époque coloniale, si vous voulez. Avant la loi de 1904, la loi foncière de 1904 qui s'inspirait du Code Napoléon de 1804, du Code civil français ou Code Napoléon. Donc, la terre était inaliénable au Sénégal, si vous voulez, dans l'espace sénégambien, etc., parce que la terre appartenait à toute la communauté. Mais on a vu avec le Code Napoléon, où c'est la prédominance masculine, la reconnaissance, comment on appelle ça, de l'autorité maritale, du chef de famille, comme seul, comment on appelle ça, gestionnaire des biens, même ceux acquis par la femme, pose problème, n'a fait que réduire l'accès des femmes au foncier. Et les nouvelles autorités qui sont arrivées après l'indépendance ont continué ce même système d'assujettissement des femmes qui était là depuis la colonisation. Et j'ai appris récemment qu'au niveau de la direction de la cadastre nationale, ils ont un peu changé les lois, mais je peux vous dire que l'application sur le terrain pose beaucoup de problèmes. Il y a une étude qui a été faite par le GDS, le groupe de recherche de l'université Gaston Berger, qui montre qu'en fait, que dans la vallée du fleuve Sénégal, jusqu'à l'heure où je vous parle, même pas 10% des femmes n'ont pas accès aux terres. Même si on sait que, par exemple, au Wallo, les femmes ont souvent accès aux terres, elles héritent des terres comme leurs frères, elles peuvent en disposer comme elles peuvent. Mais si nous prenons à l'échelle nationale, il y a un grand problème d'accès aux fonciers pour les femmes. Excellent, merci. J'ai une autre question que je vais diriger vers Madame Cynthia.
Partons du constat que l'industrie minière et ou pétrolière n'emploie pas toujours les citoyens des pays hôtes pour des emplois techniques, mais surtout pour des emplois moins techniques, et plus ou moins de quelle manière les femmes n'ayant pas fait des études poussées pourraient être beaucoup plus représentées dans ce secteur. Je peux aussi remettre dans le chat pour vous parce que c'est une question un peu longue. Merci pour la question. C'est un sujet qui évidemment est très réel. Moi, je suis bolivienne et en Bolivie, où j'ai travaillé justement chez Total dans l'exploration-production, c'était un sujet majeur pour nous et pour notre équipe sociétale d'essayer de pouvoir impliquer les femmes, notamment dans le cadre de notre projet qui se développait dans un territoire indigène, c'est-à-dire de peuples autochtones Guarani. C'était extrêmement difficile de pouvoir intégrer les femmes. D'abord parce qu'il y avait le sujet du niveau d'alphabétisation et de scolarisation qui était très bas. Et il y avait aussi les normes sociales qui faisaient que les femmes devaient rester à la maison, s'occuper des enfants et que c'était extrêmement mal vu par les leaders des communautés que les femmes aillent chercher un travail. Donc, c'était un processus qu'on a essayé de mettre en place lentement et en accord aussi avec les communautés, d'essayer de voir dans quelle mesure les communautés locales et les femmes pouvaient s'organiser afin d'avoir des activités liées à la vente d'aliments pour les travailleurs lorsqu'ils sortaient de nos sites. Et on a travaillé afin de les aider à se former, à pouvoir mettre en place ces petits business. Évidemment, on aurait voulu aller plus loin, mais c'est vrai que c'est un défi majeur un peu partout. C'est les normes sociales locales, le contexte qui fait qu'il y a des contraintes sociales pour les femmes d'aller chercher un travail. Il y a le niveau d'éducation et donc tous ces aspects évidemment freinent énormément et nous avons des efforts à faire, notamment dans ce qui a un peu été mentionné, de pouvoir mettre en place des formations spécifiques pour les jeunes filles ou les jeunes femmes afin de pouvoir les préparer à pouvoir se présenter pour des postes d'emploi local. Parfait, merci. Et la prochaine question, c'est pour tous les panélistes, en fait. Quelqu'un parmi nous, nos participants, demande pour des rapports sur les droits en matière de santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles dans les zones minières. Pouvez-vous, panélistes ou discutants aussi, partager vos recommandations, peut-être dans le chat ou verbalement? J'ai comme l'impression que le problème de santé sexuelle est un problème difficile à adresser parce qu'il y a les filles qui viennent de l'intérieur du pays ou de pays voisins, spécialement pour les activités sexuelles tarifées. Et ces filles-là, en général, elles sont plus difficiles à encadrer. Et au niveau local, les filles qui n'arrivent pas à trouver du travail, elles se mettent en fait à faire des offres de services sexuels, si vous voulez. Et dans ces conditions-là, ce qui est vraiment aujourd'hui très, très difficile, c'est vraiment de faire ce travail de sensibilisation. Parce que la pauvreté et la vulnérabilité dans laquelle les communautés qui perdent leur terre, dont les chefs de ménage n'ont plus d'emploi, et qui ont quand même des enfants, ces filles-là, si elles n'ont pas d'alternative, beaucoup pensent que c'est en se livrant
à la prostitution, au racolage. Ce n'est même pas de la prostitution professionnelle, elles font du racolage. Et elles sont les plus à risque parce qu'elles sont soumises à des conditions dans leur pratique de rapports sexuels non protégés qui les exposent aux IST et bien sûr aux grossesses non désirées. Donc, je pense qu'il y a un travail de fond à faire pour sensibiliser les femmes et les filles sur le fait que le boom minier ne doit pas venir être un facteur de malheur pour elles. Elles doivent pouvoir trouver des activités qui sont vraiment plus durables et puis des activités qui protègent leurs droits, leur dignité et ne pas se lancer dans des activités donc de sexualité à risque qui peuvent compromettre leur avenir. C'est un travail depuis les plus jeunes filles jusqu'aux femmes adultes. C'est un phénomène en tout cas qui tend à se généraliser. L'État peut faire quelque chose, les associations féminines font des activités, mais on doit encore renforcer et sensibiliser les hommes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que dès qu'ils ont l'argent, ils peuvent s'acheter des femmes moins chères. Ils se lancent à marier plusieurs femmes, à faire des conquêtes féminines, à n'en pas finir. Et donc, il faut sensibiliser aussi les hommes, que ce soit les employés des sociétés minières, que ce soit les orpailleurs, mais comme notre sœur du Sénégal, s'il y a des croyances qui favorisent ça, il faut travailler sur les mentalités. Merci, madame. Est-ce qu'il y a autre brève intervention d'autres panélistes? Oui, je voudrais un peu aborder dans le même sens, mais un peu voir le rôle de l'administration qui est en charge de l'encadrement du secteur minier. En principe, si nous prenons un exemple sur le cadre juridique et réglementaire guinéen, l'article 143 du Code minier prévoit que les entreprises mettent en place un plan de contrôle des IST, des maladies sexuellement transmissibles dans leur zone d'intervention et mettent en place un programme de sensibilisation, un programme parfois même de détection de ces maladies pour pouvoir renseigner un rapport annuel normalement qui doit servir de guide pour pouvoir lutter contre ces aspects. C'est reconnu, c'est de notoriété publique aujourd'hui que dans toutes les zones minières, le phénomène de prostitution est assez marqué. Nous avons un peu travaillé dessus. Sur notre chaîne YouTube, si vous visitez notre même site, parce que le lien du film est déjà envoyé au niveau du site. Dans notre chaîne YouTube, on a un film documentaire sur l'orpaillage. On a documenté le phénomène de la prostitution. On a fait des interviews dans ce sens, des personnes qui ont parfois abordé la question de façon assez claire là-dessus. Donc, je pense que le cadre juridique et réglementaire peut être un outil pour les acteurs de la société civile pour tenir, en fait, les sociétés pour responsables parfois du respect ou du non-respect en fait, de leur engagement dans ce sens. Même dans les conventions minières, elles s'engagent parfois dans l'aspect social à pouvoir faire des sensibilisations, à réduire les risques de maladies, que ce soit par la pollution ou par les fléaux sociaux. Donc, je pense que ça peut aussi être un levier à ce niveau, un moyen de suivi pour les acteurs. Merci. Allô? Parfait, merci. Allô? Oui, Madame Nantrebou. Moi, je voulais juste aborder dans le même sens que les prédécesseurs. Il y a un aspect très, très important qu'on oublie par rapport au droit d'accès à la santé dans les zones minières en lien avec les femmes. C'est un peu les violences basées sur le genre, de manière spécifique, le déni de ressources et d'opportunités. Si nous voulons que les femmes
que les femmes puissent soit se prendre en charge sur le plan sanitaire ou s'ils doivent, n'est-ce pas, avoir des bénéfices ou être pris en charge soit par l'État ou par d'autres compagnies minières, il faudrait renforcer leur pouvoir juridique, il faut renforcer leur capacité économique. Parce que les femmes dans les zones minières sont vulnérables. Et généralement, c'est leur grande précarité qui les pousse à accepter d'autres constructions sociales ou à accepter d'autres réalités qui les plongent dans la plus grande précarité. C'est-à-dire tout ce qui est mariage forcé, tout ce qui est mariage obligatoire, tout ce qui est prostitution. Quand vous avez votre pouvoir économique renforcé, vous avez une source de revenus. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de prostitution, mais la prostitution serait réduite au moins à un pourcentage élevé. Donc, du coup, il faut renforcer le pouvoir juridique, les informer sur les droits et leurs devoirs et appliquer à la lettre les lois sur le terrain. Quand il y a violation des droits liés à la santé, il faut appliquer la loi. Il faut appliquer la loi. Donc, du coup, ce n'est pas pour me répéter, il faut renforcer le pouvoir économique des femmes à travers l'information, la formation, ainsi de suite. Merci, Madame. Parfait, nous arriverons vers la dernière 15 minutes de la session, malheureusement. Mais pour terminer, j'aimerais poser une dernière question à tous nos panélistes. Très vitement, que pouvons-nous chacun faire à l'avenir pour changer la disponibilité et l'utilisation des données sensibles aujourd'hui? Selon vous, à quoi devraient ressembler nos acquis à court terme? Je veux vraiment que nous finissons avec une note assez positive mais concrète. Brèvement, n'importe qui peut commencer. Allô, peut-être. Allô? Allô? Allez-y. Au fait, pour ce qui est du changement, ce qui paraît urgent pour nous de la société civile, c'est de parvenir à démontrer la valeur ajoutée de la population, de la publication des données à dimension genre. Ça, c'est le premier aspect qu'on pourrait faire. Car jusque-là, les efforts en ce sens sont marginalisés et voire inaccessibles. Il faudrait aussi, par les études des cas, prouver qu'il y a un intérêt particulier de désagréger les données par genre. Ainsi, les femmes et toutes les autres couches pourront utiliser ces données pour interpeller les décideurs de manière générale. Donc, un acquis à court terme pour nous serait de partir des données disponibles, c'est-à-dire l'emploi, par exemple, pour démontrer leur utilité, mais surtout de faire des propositions de publication d'autres données pertinentes qui nous permettront d'exiger la prise en compte des droits des femmes dans le secteur extractif. Merci. De mon côté, comme en tant que compagnie, d'une part, je voudrais lier votre question à quelles sont les données sensibles aux gens qui contribuent à la prise de décision dans les compagnies. Je pense particulièrement qu'il y a des sujets comme le cadre réglementaire national en matière de promotion des droits de femmes et de prévention de la violence contre les femmes et les filles. C'est un sujet qui est important et qui aide aux compagnies de comprendre un peu ce contexte, de comprendre aussi le contexte, les informations sur le contexte local en matière de gender-based violence, donc de violence contre les femmes. Ce qui a été aussi mentionné tout à l'heure, le niveau de propagation et d'incidence des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH chez les femmes et les filles. Le taux de scolarisation, niveau d'alphabétisation et décrochage scolaire des filles, c'est aussi des informations qui sont intéressantes. Nombre de chefs de famille, de femmes chefs de famille et la présence de polygamie et de mariage précoce qui a été aussi mentionnée. Ces informations, ces données sont intéressantes pour les compagnies dans la prise de décision.
Et quant à la question de savoir qu'est-ce qu'on peut changer ou faire pour une plus grande disponibilité, utilisation des données, de notre côté, en tant qu'entreprise, je pense que nous devrons renforcer la perspective de genre des études d'état initial, ce qu'on appelle le Social Baseline Studies, et donc la collecte d'informations socio-économiques et culturelles qui doit être vraiment désagrégée ou ventilée par sexe. Cette étude est essentielle pour bien comprendre le contexte local et pouvoir évidemment identifier des mesures de prévention et d'atténuation qui soient adaptées. Et dans certains contextes où les inégalités sont accrues ou très fortes, il serait peut-être recommandable pour les compagnies de mener des Gender Impact Studies, des études d'impact de genre spécifiques afin de pouvoir mieux appréhender le sujet et pouvoir travailler et intégrer ces aspects dans tout ce qui est les plans de gestion environnementaux et sociétaux dans les compagnies, dans les filiales. Allô? Ah oui, allez-y, brièvement, s'il vous plaît. Oui, en tant que journaliste, si nous arrivons à avoir les bonnes informations auprès des compagnies, et par le biais peut-être de la Banque mondiale également et de l'ITE, nous pouvons, nous, à notre niveau, partager dans un langage digeste aux populations, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'analphabètes, on sort beaucoup de rapports, il y a tellement d'informations, mais il faut essayer en tant que journaliste de la rendre accessible et peut-être de d'éplucher les rapports et d'en faire peut-être des capsules, des vidéos qu'on peut partager sous forme de différentes langues locales pour que toutes ces femmes comprennent l'enjeu de ces informations-là et leur impact, bien sûr, l'impact positif dans leur quotidien. Donc, je pense que nous, en tant que journalistes, notre défi, c'est une fois d'acquérir les bonnes informations, d'essayer de partager ça avec les populations, notamment les femmes, dans un langage digeste sous forme de capsules, de vidéos, avec différentes langues locales, parce qu'il y en a certaines qui ne savent pas lire, et même celles qui savent lire, les rapports souvent sont volumineux. Donc, il faut réduire et en faire une synthèse dans un langage digeste. C'est ma proposition. Merci. Moi, je vais proposer que les entreprises considèrent le genre comme un outil de marketing de leur image, en présentant les données sur le recrutement, les salaires, les fonctions, l'égalité des salaires, c'est un élément de marketing, la promotion sociale, l'accès aux postes de décision, et également par rapport à leurs investissements locaux, ils peuvent donner les informations sur l'accès égal des hommes et des femmes aux services et soins de santé, et également au niveau de l'éducation, comment ils contribuent à faire avancer les jeunes des localités et comment ils recrutent, le recrutement local, parce qu'il y a beaucoup de colère au niveau des jeunes qui ne comprennent pas, ils se disent, ils n'ont pas les informations toujours sur combien ont été recrutés au niveau national, au niveau international. Il y a un mythe autour du recrutement international. Et il faut que ils donnent les informations désagrégées pour que les jeunes sachent qu'on recrute des gens, mais qu'il y a une exigence de compétences. Également, je pense que par rapport au Gender Impact Studies, l'impact économique n'est pas seulement l'impact. Il y a un transfert de responsabilité économique au niveau des femmes actuellement, quand les hommes n'ont pas les entreprises. Donc, il faut qu'on puisse voir également l'impact négatif, comment il se traduit chez les femmes pour travailler ensuite à les réduire, pour que le fardeau du changement ne retombe pas sur les femmes seulement, mais que les hommes et les femmes puissent continuer d'être renforcés dans leur capacité moyenne de vie, afin que dans les ménages, quand on ne retrouve pas des femmes qui doivent se prostituer pour nourrir leurs enfants parce que leurs maris ne peuvent rien faire. Moi, je pense que c'est sur ça qu'on peut vraiment travailler au niveau de l'impact social. Et quand on parle de la durabilité sociale, il faut redéfinir la durabilité sociale. On parle de la durabilité environnementale. On sait quels sont les critères. Mais quand on parle de la durabilité sociale, les critères ne prennent pas en compte
justement des critères de qualité de vie au niveau des hommes et des femmes pour pouvoir vraiment renseigner sur qu'est-ce qu'on doit préserver à tout prix quand il y a une activité minière qui se met en place dans une localité. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Moi, je voulais juste, parce que l'aspect, en fait, financier ou économique a été suffisamment abordé, je pense qu'il est nécessaire, dans un bref délai, qu'on ait des études d'impact social et environnemental des entreprises minières qui nous donnent des données très désagrégées sur la consultation effectuée dans ces études, c'est-à-dire combien de femmes consultées, et en fait, en fonction des localités et quelles sont leurs aspirations. C'est important parce que c'est un élément assez important qui aujourd'hui est très minimisé. On nous présente des études d'impact de façon globale sans pour autant savoir combien de femmes, combien d'hommes, combien ainsi de suite. Donc, c'est important de l'avoir pour pouvoir un peu préserver en fait le droit des femmes à une compensation juste et équitable, conformément aux législations, parce que la quasi-totalité des législations, notamment le Code civil, par exemple, guinéen, donne le droit de propriété à tout le monde, que ce soit une femme ou un homme. Donc, je pense qu'il doit y avoir une consultation équitable, juste, pour pouvoir préserver en quelque sorte, disons, les droits des femmes dans le cadre du processus de compensation où elles sont les plus victimes. Merci. À notre niveau, en termes de perspective, nous allons poursuivre les études de cas pour montrer les bons exemples, les success stories, comme on le dit en anglais, parce que c'est en montrant par l'exemple qu'on peut contribuer aussi à changer les choses. C'est possible. Il y a des choses que l'on ignore, on a certaines mentalités parce qu'on ignore certaines réalités. Et pour vous dire qu'un de mes articles les plus lus, les autres articles l'ont détourné pendant un certain temps, c'est parce que j'ai fait le portrait d'une dame qui conduit un dampeur qui peut transporter plus de 250 tonnes. Ça fait vraiment, c'était partagé, les gens ont beaucoup lu parce que les gens ne savaient pas. Donc si on essaie de voir l'impact, ça prouve que les femmes aussi peuvent très bien conduire ces dampeurs. Et deuxième exemple, au niveau de Burkina, on a remarqué que la plupart des métallurgistes dans les sociétés, ce sont des femmes. Ça veut dire qu'on fait plus confiance à la femme quand il s'agit de garder l'or qu'à l'homme. Bon, c'est peut-être une interprétation. Donc, ce sont des cas pareils qu'il faut présenter, il faut montrer. Et je me dis qu'à la longue, ça pourrait jouer sur l'attractivité du secteur par les femmes et aussi sur l'impact sur les données. Merci. Merci. Et finalement, Madame It's okay. Allez-y. Je vais juste ajouter brièvement que, de mon avis, le premier combat à mener, c'est vraiment, il faut pallier à l'absence de données genrées. Parce qu'en vous écoutant, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de données et c'est valable dans beaucoup de secteurs. Donc, s'il n'y a pas de données genrées qui impactent grandement la vie des femmes dans tous les domaines, parce que ne serait-ce que pour la planification, ne serait-ce que pour la formation, ne serait-ce que pour même la prise en charge sécuritaire, la prise en charge médicale des femmes, que ce soit dans tous les secteurs, nous allons faire plusieurs webinaires, nous allons avoir les mêmes résultats. Et en plus de l'absence de données genrées, qui est liée à la structuration même de nos propres sociétés. Ça veut dire, tantôt, une des panélistes a parlé du contexte. Le contexte est très important. On a parlé de mentalité, c'est très important. Mais si on ne revoit pas l'organisation sociale de nos sociétés, ça veut dire où la culture de tout masculin prédomine, où les curriculums sont masculins, on va parler jusqu'à demain pour revenir aux mêmes conclusions. Ça aussi, c'est très important à revoir. En plus, il ne faut pas oublier, là je parle en tant que journaliste et chercheur dans le domaine des médias, le pouvoir prescripteur des médias. Ça veut dire que c'est très important de rendre visibles les problématiques des femmes dans ces secteurs-là, par le biais des médias. Parce que les médias, quoi qu'on dise, on est d'accord avec les médias ou on n'est pas d'accord avec les médias, ont un rôle non négligeable dans la visibilité de certains sujets. Parce que quand ils ignorent un sujet, ce sujet, pour beaucoup de personnes, dans l'imaginaire collectif, ce sujet n'existe pas. Donc, on peut s'appuyer sur le pouvoir prescripteur des médias, mais il faut aussi questionner notre propre organisation sociale
Est-ce que, par exemple, j'ai tantôt entendu parler de la Banque mondiale, c'est bien, de Beijing, etc. Tout ça, c'est très bien, c'est des structures internationales très importantes. Mais il faut partir du local, de l'endogène, de ce que nous vivons au quotidien dans notre propre contexte pour faire remonter l'information. Moi, je crois que c'est ça qui va plus toucher les populations que d'aller chercher des informations qui sont la plupart du temps très aériennes par rapport à notre contexte. Il n'y aura pas d'ancrage. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une impulsion endogène, une impulsion locale vers le haut pour que les gens puissent s'approprier l'information. Et comme l'a dit tantôt une consoeur, et aussi que cette information soit accessible par le biais des langues locales parlées par les populations à qui elles sont destinées. Ça, c'est très important. Donc, sinon, on va revenir on va faire d'autres webinaires pour dire les mêmes choses, tirer les mêmes conclusions. Mais je vous remercie tous, c'était très intéressant. Mais il faut réfléchir aussi à nos propres contextes et voir par rapport à nos sociétés, quel est le profil ou le portrait que nous pouvons faire. Par exemple, si vous me dites, oui, c'est normal, hein, c'est le patriarcat. Il peut être différent d'un pays à un autre, d'un contexte à un autre, mais le pouvoir masculin, le monopole masculin, il est toujours là. Et tout sera, même si nous faisons des formations pour les filles, même si nous les sensibilisons, s'il y a la même structure sociale qui est là, ça ne changera pas grand-chose au fond. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je peux continuer pour un autre 2 heures, 3 heures sur ce sujet. Merci vraiment 1000 fois pour tous les panélistes pour vos interventions et aux participants pour leurs excellentes questions et commentaires. Je suis désolée moi-même que nous n'ayons pas pu répondre à toutes les questions, mais j'espère que nous pourrons poursuivre la conversation hors ligne dans vos différents bureaux et sur social media. Donc, merci 1000 fois à tout le monde et bonne soirée, bonne journée, bonne soirée à tous et à toutes.